Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble la situation de comparaison de deux conditions expérimentales quand les données qu'on analyse sont des comptages. On a déjà appris ensemble comment manipuler des comptages, ou plus précisément la probabilité d'apparition de certains comptages, par la loi binomiale avec certaines conditions que nous avons vues ensemble. Là, ce qu'il y a de particulier dans la situation que nous étudions, à la faveur de l'expérience de Zimbardo sur la dissonance cognitive, c'est qu'il y a deux groupes indépendants qui sont étudiés, chacun ayant été amené à faire quelque chose qui est un petit peu désagréable, une petite expérience désagréable de manger des sauterelles grillées dans deux conditions différentes, avec un expérimentateur sympathique et un expérimentateur antipathique. Et vous avez compris que la théorie de la dissonance cognitive nous amenait à prévoir quelque chose d'assez contre-intuitif. C'est-à-dire que nous anticipons le fait que ceux d'entre eux qui auront été confrontés à l'expérience avec un expérimentateur antipathique risquent de recommander la même expérience davantage que les autres à des personnes extérieures. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour voir le détail de ce raisonnement un petit peu contre-intuitif. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est d'explorer cette situation à deux groupes, avec deux comptages observés. Je vous rappelle que 12 personnes ont recommandé l'expérience avec l'expérimentateur antipathique, tandis que 4 personnes seulement ont recommandé l'expérience avec l'expérimentateur sympathique. Donc les résultats ont l'air d'aller dans le sens des attentes de la théorie, mais nous voulons examiner la question d'un point de vue statistique. Et pour ce faire, on va le faire à travers un petit atelier graphique que vous avez là sur l'écran, sur la partie gauche. Sur l'écran, sur la partie gauche, vous avez la représentation graphique de deux distributions binomiales, toutes les deux définies par 30 observations au maximum, ce qui correspond bien au contexte de l'expérience ici, où il y avait 30 personnes dans chacune des deux conditions, sympathique ou antipathique. Et puis vous avez en bas, ici et là, deux curseurs qui vous permettent de régler la probabilité sous-jacente aux deux lois binomiales, ici 0,60 et 0,25 pour commencer. Mais nous, la question qu'on se pose dans cette situation, c'est surtout de savoir si on peut défendre un modèle statistique avec deux probabilités binomiales différentes, c'est-à-dire les choses ne se passent pas de la même façon dans le groupe 1 et dans le groupe 2, la probabilité de recommander l'expérience n'est pas la même dans les deux conditions, ou bien si nous pouvons dans cette situation défendre un modèle dont les probabilités sont absolument identiques dans les deux groupes, probabilité de recommander l'expérience absolument identique dans les deux groupes, ce qui voudrait dire que l'effet attendu par la dissonance cognitive n'est pas retrouvé dans l'expérience. Attention, vous faites bien la différence entre les données que nous observons, 12 et 4, 12 recommandations et 4 recommandations, selon le groupe 1 ou le groupe 2, ou encore deux fréquences de recommandations observées, 12 trentièmes et 4 trentièmes, puisqu'il y a 30 personnes dans chaque groupe. Vous ne confondez pas ces résultats observés avec la question sous-jacente qui nous intéresse vraiment, qui est ces deux fréquences observées peuvent-elles apparaître et émerger à partir d'une situation qui n'aurait en réalité qu'une seule et même probabilité de recommander, ce qui peut arriver par erreur d'échantillonnage, comme nous l'avons dit, ou bien faut-il nécessairement que nous ayons recours à un modèle à deux paramètres pi1 et pi2 distincts, et par conséquent à deux lois binomiales, la verte et la orange ici sur le graphique, à deux lois binomiales distinctes pour réussir à rendre compte correctement de ces résultats. Ces résultats sont-ils si différents, 12 et 4, que nous ayons pour cela besoin de deux distributions binomiales pour en rendre compte? C'est ça la question qu'on va chercher à traiter statistiquement. Et pour voir comment on va s'en sortir de ça et comment fonctionne la méthode que nous allons utiliser ensemble et qui s'appelle la méthode par comparaison de vraisemblance, on va regarder comment se comporte cet indice de vraisemblance dans cette situation à deux groupes selon le type de modèle qu'on choisit. Première étape, prenons des modèles qui sont plus simples, des modèles où la probabilité est exactement la même, supposée, en tout cas exactement égale dans les deux groupes. Pour l'obtenir ici dans le petit atelier interactif, on va cocher le petit switch pi1 égale pi2. À partir du moment où vous le cochez, ce petit switch, eh bien, les deux curseurs ici, le vert et l'orange, s'alignent parfaitement, et toute modification que vous imprimez sur l'un se répercutera sur l'autre. Les deux lois binomiales sont parfaitement identiques, puisqu'elles sont définies sur le même domaine, de 0 à 30, et elles ont la même probabilité. Et ce sont ces deux paramètres, nombre d'observations et probabilité, qui définissent exhaustivement une loi binomiale. Par conséquent, ici, les deux lois binomiales sont parfaitement identiques. Sur le graphique, je les ai très légèrement décalées pour qu'on voit bien ce qui se passe pour l'un ou l'autre groupe, mais c'est vraiment deux distributions binomiales parfaitement superposées en réalité que nous avons là. Voilà ce qu'on nous propose dans une première question.
Évidemment, on ne sait pas quelle est la probabilité inconnue, ici. Hein. On ne sait même pas si le modèle de l'égalité des deux probabilités tient la route ici pour les données en question, mais on va partir de ce premier point de vue, puisqu'on ne sait pas pour l'instant. De la même façon, même à supposer que les deux probabilités sont égales, on ne sait pas non plus quelle est la valeur numérique de cette probabilité unique. Donc, à défaut de savoir, pour l'instant, on va juste explorer un petit peu, et on va fixer arbitrairement cette probabilité unique à 0,4 dans les deux groupes. Okay, et on va se poser la question suivante, est-ce que ce modèle qui fixe à 0,4 la probabilité pour les deux groupes est un modèle qui rend bien compte de ce qui se passe, en particulier pour le premier groupe, qui est le groupe vert. Ici, la probabilité que nous permet d'annoncer ce modèle pour le résultat que nous avons dans le premier groupe, c'est-à-dire, je vous le rappelle, 12 recommandations, si on regarde la hauteur de bâton, ici, elle est à 0,147375. C'est la probabilité des données du deuxième groupe d'après ce modèle qui fixe à 0,4 la probabilité unique de recommandation. 0,147375. Petite remarque, vous notez qu'en réglant la probabilité supposée unique à 0,40, nous sommes en train de construire une loi binomiale qui se colle en quelque sorte pile poil sur le résultat 12 sur 30 qui est celui du premier groupe. On voit bien qu'à faire ce choix, nous ne sommes pas très dans une bonne situation par rapport à la représentation de ce qui se passe dans le groupe 2 où seulement 4 personnes ont recommandé. Mais c'est un premier modèle et on regarde ce qui se passe. On va dire que ce que nous sommes en train de calculer là, avec ce 0,147375, c'est une espèce de vraisemblance locale. C'est la probabilité des données d'après ce modèle, mais uniquement pour le premier groupe. Mais on peut faire la même chose évidemment pour le deuxième groupe. Dans le deuxième groupe où l'effectif observé est de 4 recommandations ici, la probabilité d'avoir ça dans le deuxième groupe, d'après ce modèle de probabilité unique de recommandation fixé à 0,4, la probabilité d'en avoir 4 dans le deuxième groupe est de 0,001197. 0,001197. Vous notez au passage que la vraisemblance locale des données du deuxième groupe est quand même nettement moins bonne que la vraisemblance locale des données du premier groupe, d'après ce modèle qui a fixé la probabilité à l'identique pour les deux groupes et à 0,40 en plus. Donc, on voit que ce modèle est en quelque sorte une première tentative. On réussit à bien rendre compte de ce qui se passe dans le groupe 1, mais pas très bien rendre compte de ce qui se passe dans le groupe 2. Si on veut une mesure globale de cette qualité d'ajustement, on peut aussi calculer la probabilité des données complètes. Là, ce que nous venons de faire, c'est faire un petit calcul local et séparé sur le groupe 1 d'abord et sur le groupe 2 ensuite, de la probabilité des données. Chacun des deux groupes séparés. Mais la définition de la vraisemblance d'un modèle, vous vous rappelez, c'est la probabilité des données, d'après ce modèle, sous-entendu, des données complètes. Donc il n'y a pas de raison de partager ainsi les choses. Comment allons-nous faire pour avoir la probabilité des données complètes, c'est-à-dire d'avoir à la fois 12 sur 30 et 4 sur 30, groupe 1 et groupe 2 confondus? Eh bien on va utiliser la loi du produit. On va dire la probabilité d'avoir à la fois 12 trentièmes et 4 trentièmes, comme résultat de cette expérience, c'est la probabilité d'avoir 12 sur le premier groupe, multipliée par la probabilité d'avoir 4 sur le deuxième groupe. Attention, en utilisant la loi du produit, pour calculer ainsi cette probabilité conjointe, c'est-à-dire d'avoir conjointement ces deux résultats, je dois, au fond, argumenter la condition fondatrice de la loi du produit, c'est-à-dire la condition d'indépendance. J'ai le droit de calculer la probabilité des données globales en multipliant entre elles les probabilités de données par groupe, à condition que les groupes soient indépendants, à condition que les résultats obtenus sur le premier groupe n'aient pas pu avoir d'incidence sur les résultats que j'obtiens dans le deuxième groupe. Et là, pour le coup, on n'est plus dans les stades quand on commence à argumenter cette condition d'indépendance. On est dans la psychologie, c'est-à-dire que on doit, dans les conditions de l'expérience, garantir cette condition d'indépendance. Ce sera le cas si, par exemple, les sujets ne se connaissaient pas du tout. Les sujets du groupe 1 et du groupe 2 sont des sujets différents, qui ne se connaissent pas, et qui n'ont pas communiqué entre eux sur l'expérience. Donc, on prend cette précaution oratoire d'argumenter l'indépendance, et si elle est acceptable, cette condition d'indépendance, alors on sait qu'on peut calculer la probabilité globale des données en multipliant entre elles les deux probabilités par groupe. Quand on fait ça, en multipliant la probabilité de 0,001197 obtenue pour le deuxième groupe
et de 0,147375 obtenu pour le premier groupe, eh bien on obtient ici l'indice de vraisemblance globale qui est automatiquement calculé pour vous sur le graphique, qui est de 0,00017 et quelques. On va pouvoir reporter cette réponse ici, cette réponse globale. Donc voilà la vraisemblance d'un premier modèle qui fixait d'une part les probabilités à l'égalité et d'autre part à une valeur numérique précise de 0,40. Maintenant, essayons une autre valeur. On reste dans le domaine des modèles contraints, on appelle ainsi les modèles où une égalité est forcée dans le modèle. Restons dans le domaine des modèles contraints, mais changeons la valeur ici pour 0,1333. Vous allez mieux comprendre tout de suite pourquoi on choisit cette valeur, cette deuxième valeur. Cette fois-ci, vous voyez que nous obtenons une loi binomiale avec ce choix très particulier de probabilité unique. Nous obtenons une loi binomiale unique pour les deux groupes, certes, mais qui vient se caler cette fois-ci sur le résultat observé dans le deuxième groupe, dans le groupe orange. Selon ce nouveau modèle, quelle était la probabilité des données observées dans le premier groupe, c'est-à-dire pour 12 ? Cette fois-ci, c'est pas terrible. Avec ce nouveau choix, la probabilité d'avoir 12 est de 0,000207, la valeur qui se trouve ici. Okay. Tandis que pour le deuxième groupe, c'est-à-dire le groupe qui obtient 4 recommandations, on voit qu'ici la valeur 4 est annoncée comme très probable dans ce modèle-là, 0,2097 et quelques. La vraisemblance locale, on va dire, pour le deuxième groupe dans ce modèle est nettement plus élevée que la vraisemblance locale dans le premier groupe. Ce n'est pas un vocabulaire très canonique de parler de vraisemblance locale, mais vous comprenez l'idée. C'est au fond le premier morceau de calcul de la vraisemblance quand on regarde simplement dans un groupe ou bien dans l'autre. Du coup, si on veut calculer une vraisemblance globale de ce nouveau modèle qu'on a appelé ici M0B, c'est-à-dire même probabilité mais fixée à 0,1333 dans les deux groupes, cette vraisemblance globale, obtenue en multipliant les deux valeurs précédentes, obtenues sur les groupes séparés, est affichée automatiquement ici. On obtient 0,00004348. Ici, dans les réponses, c'est un peu tronqué. Vous comprenez le principe. D'une façon générale, pour calculer la vraisemblance d'un modèle de groupe, c'est ainsi qu'on appelle ce type de modèle qui distingue des groupes de sujets différents, eh bien on calcule la probabilité des données dans chaque groupe et puis on multiplie toutes ces probabilités groupales pour obtenir une vraisemblance globale du modèle. On voit bien que dans le modèle où on avait réglé ici la proba commune à 0,40, on réussissait bien à rendre compte de ce qui se passait dans le groupe 1, mais pas dans le groupe 2. Si on choisit 0,1333, on voit bien qu'on réussit à rendre compte assez bien, même très bien, de ce qui se passe dans le groupe 2, mais pas dans le groupe 1. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une classe de modèle un peu intermédiaire qui essaye d'expliquer au mieux les deux groupes en question, plus exactement les deux résultats en question? C'est ce qu'on essaye de faire dans cette autre question. Cette fois-ci, on vous propose de régler la probabilité à une valeur un peu intermédiaire, 0,27. Cette fois-ci, dans ce modèle-là, quelle est la probabilité des données observées dans le premier groupe, c'est-à-dire pour 12, vous voyez, pour 12, on a 0,04499. Et pour le deuxième groupe, celui qui a 4 recommandations, on a 0,040708. Autrement dit, on a deux valeurs de probabilité groupale, deux valeurs de vraisemblance locale, si vous voulez, qui sont pratiquement identiques. On arrive à rendre compte aussi bien du groupe 1 que du groupe 2 avec ce modèle de compromis. Donc vous voyez qu'il définit une loi binomiale qui vient s'intercaler en quelque sorte entre les deux résultats observés, 4 et 12. Alors on devine que ce modèle du compromis marcherait plutôt bien si les deux effectifs observés, les deux bâtons, étaient relativement proches, suffisamment proches pour qu'on pense qu'un modèle unique de probabilité fonctionne bien. On se doute que si les bâtons sont très écartés, ce qui pourrait arriver dans certaines expériences, alors un tel modèle du compromis aurait une vraisemblance plutôt faible. Donc c'est à examiner au cas par cas, évidemment. Le calcul de la vraisemblance vous donne automatiquement une mesure de qualité, c'est-à-dire une mesure de capacité du modèle à rendre compte des données que vous observez par la probabilité de leur apparition, d'après lui, d'après ce modèle. Ok. Maintenant, la vraisemblance globale de ce modèle, vous voyez, elle est de 0,001831. 0,001831. Et cette probabilité globale, 0,001831, donc à peu près 2 pour 1000, mettons,
elle est quand même plus élevée que celle que nous avions obtenue. Par exemple, pour le modèle M0B, on avait obtenu cette valeur ici de 4,3 10 puissance moins 5, hein, ou bien pour le modèle M0A, on avait obtenu 1,7 ou 1,8 10 puissance moins 4. Donc ici, on a très clairement une meilleure valeur de vraisemblance avec ce modèle du compromis. Je vais le retrouver, voilà, 0,001831. Si on doit choisir entre ces trois modèles, M0A, M0B, M0C, un modèle qui met l'accent sur le premier groupe, ou bien un modèle qui met l'accent sur le deuxième groupe, ou bien un modèle qui essaye de s'intercaler entre les deux pour essayer de rendre compte au mieux qu'il est possible des deux groupes en question, très clairement, c'est plutôt le troisième modèle, ici dans la comparaison de ces trois modèles, très clairement c'est plutôt le troisième modèle ici qui réussit le mieux dans cette situation à rendre compte de ce qui se passe dans nos données. On peut s'en convaincre d'une autre manière, de façon continue, en regardant ce qui se passe quand, au sein de cette famille de modèles, et il y en a une infinité, qui affirme que pi1 égale pi2, quand on change la probabilité unique et globale de ces deux groupes d'une faible valeur, ici tout à fait à gauche, à une forte valeur, ici tout à fait à droite, quand on va déplacer notre curseur, nous allons surveiller la manière dont ici la jauge de vraisemblance évolue. Je me déplace progressivement vers la droite, et je vois que cette vraisemblance augmente au fur et à mesure où j'arrive à bien rendre compte de ce qui se passe dans le groupe orange. Vous voyez, ma distribution se déplace et annonce des probabilités assez élevées pour l'effectif 4, autrement dit ce que j'ai dans le groupe orange. Je continue à me déplacer et je continue à voir ma vraisemblance augmenter, non pas tant grâce au groupe 2, puisque là je m'éloigne de la zone du bâton orange, mais parce que je suis en train d'attraper la zone du bâton vert en même temps et de m'approcher de cette zone de compromis dont on a parlé tout à l'heure. Jusqu'à un maximum qui va être 0,1831 que nous avons passé tout à l'heure. Et quand on passe ce maximum, qui est vraiment la zone de compromis idéale, quand on passe ce maximum, certes, on s'approche de la zone du premier groupe, le groupe vert, et on arrive bien à rendre compte de ce qui se passe dans ce groupe-là, mais globalement, la vraisemblance complète qui est ici calcule le produit des probabilités à la fois sur le groupe vert et à la fois sur le groupe orange. Vous voyez que cette vraisemblance globale, malgré tout, diminue. Donc très clairement, on voit bien comment ça fonctionne. Quand on déplace le curseur, au sein de cette famille de modèles de l'égalité, on obtient le maximum de la vraisemblance pour le modèle du compromis, c'est-à-dire le modèle qui fixe une probabilité qui est comprise entre les deux fréquences observées. Donc quelle est la vraisemblance maximale? On a vu que c'était une valeur proche de 0,001831. Ok, on vient de regarder quelques exemples de modèles de l'égalité, de modèles contraints, de modèles qui obligent les deux groupes à avoir au fond la même loi binomiale pour rendre compte de ce qui se passe. C'est donc le modèle, celui qu'on vient d'explorer, ou en tout cas c'est une famille de modèles qui, je vous le rappelle, affirme qu'il n'y a pas d'effet de dissonance cognitive, puisque c'est un modèle qui dit la probabilité de recommander l'expérience est exactement la même dans les deux conditions. Donc pas d'effet de dissonance et, a fortiori, pas d'effet de réduction de la dissonance, notamment observable par la recommandation d'expérience. Débloquons en quelque sorte notre modèle, et cette fois-ci, autorisons-nous à avoir des probabilités distinctes dans le groupe 1 et dans le groupe 2. On va fixer la première probabilité à 0,4 pour le premier groupe, et la deuxième probabilité, on va la fixer à 0,1333 pour le deuxième groupe, le groupe orange. Vous voyez ce qui se passe dans un tel modèle. Non seulement on a un modèle qui donne des probabilités fondamentales, des probabilités de loi binomiale qui sont fondamentalement différentes, mais ces valeurs numériques ont été choisies pour rendre compte, pour chacune des deux lois binomiales, très bien d'un groupe en particulier. La première rend bien compte du groupe vert, la deuxième rend bien compte du groupe orange. Je veux dire par rendre compte que la probabilité annoncée pour l'effectif effectivement observé, c'est-à-dire 4 ici et puis 12 là, est à son maximum. Donc on a là un modèle qu'on va appeler le modèle de la différence, mais pour certaines valeurs bien choisies de probabilité. Sa vraisemblance, vous voyez comment elle est importante, ici 0,03.
on est quand même assez largement au-dessus des valeurs de vraisemblance dont on a eu l'expérience dans les modèles précédents, dans les 3 modèles précédents de l'égalité. Jamais on n'a atteint une telle valeur de vraisemblance. Même en utilisant le modèle du compromis, on était à 0,001831, rappelez-vous. Ici, on est très largement au-dessus, pratiquement 10 ou 15 fois plus élevé ici. Donc très clairement, ce modèle-là est nettement meilleur que tous ceux qu'on a obtenus jusqu'à présent. Donc sa vraisemblance est à 0,0309. Et si on voit bien que par rapport à ce modèle de référence, si on s'amuse un tout petit peu à modifier pi1 et pi2, c'est-à-dire à s'écarter de cette situation idéale où on a les pics de chacune des lois binomiales pile poil au niveau des effectifs observés, si je me décale un tout petit peu, que ce soit vers la droite, ici pour le groupe 1, ou bien vers la gauche, on voit bien comment la vraisemblance affichée ici diminue à partir du moment où je m'écarte de cet idéal. Là, ici, je suis autour de 0,03, et puis un peu à droite ou un peu à gauche, je retombe à 0,02 à des valeurs qui sont inférieures. Pareil pour le groupe numéro 2. Ici, si je me décale, je vois bien que la vraisemblance globale du modèle descend, que ce soit à gauche ou à droite de cet idéal pour le groupe numéro 2. Donc très clairement, dès que je me décale de cette situation, la vraisemblance diminue et j'obtiens des modèles qui sont moins bons. Intuitivement, lorsque vous regardez les valeurs de vraisemblance que nous sommes capables d'obtenir ici dans cette nouvelle famille de modèles qui sont les modèles de la différence, où on a débloqué l'égalité ici, vous voyez bien que même si les vraisemblances ici diminuent quand on joue un peu avec les curseurs, pour le groupe 1 ou pour le groupe 2, malgré tout, les valeurs de vraisemblance qu'on obtient en changeant ces valeurs de probabilité, bien qu'elles diminuent, elles ne diminuent jamais tant jusqu'à atteindre les valeurs faibles de vraisemblance que nous avions avec le modèle de l'égalité. En bougeant les curseurs et en essayant une infinité de modèles, on a l'intuition que dans cette famille de modèles où les 2 paramètres sont débloqués, sont libres comme on dit, sont libres de varier comme ils l'entendent, on obtient des valeurs de vraisemblance qui, en moyenne, seront supérieures à celles qu'on obtient dans le modèle contraint. C'est l'intuition que vous pouvez avoir si vous jouez un petit peu avec ces curseurs et si vous regardez ce qui se passe. Vous pouvez éventuellement trouver des valeurs de modèles de l'égalité dont la vraisemblance est supérieure à certains modèles de la différence, pour peu que vous les ayez bien écartés de la zone des effectifs observés, mais ils sont peu nombreux. C'est pour ça qu'on va raisonner en moyenne, et ce sera le sens de la notion de vraisemblance intégrée, qui n'est pas autre chose qu'une vraisemblance moyenne. En moyenne, dans cette famille de modèles de la différence, nous obtiendrons une vraisemblance plus élevée. Au final, pour résumer, ce que nous avons découvert dans cet atelier graphique, c'est que pour calculer la vraisemblance d'un modèle de groupe, qu'est-ce que ça veut dire ici un modèle de groupe? Ça veut dire un modèle statistique qui distingue 2 groupes d'observation indépendants. C'est ça un modèle de groupe. Et ici, le modèle de groupe que nous explorons est un modèle de groupe binomial. Comment a-t-on fait pour calculer la vraisemblance d'un modèle de groupe binomial? On a regardé la probabilité binomiale dans le premier groupe, la probabilité binomiale de l'effectif observé dans le deuxième groupe, et on les a simplement multipliées entre elles en argumentant l'indépendance des 2 groupes. Et on peut l'écrire symboliquement, cette opération. C'est pas si compliqué qu'il pourrait vous en apparaître au premier regard ici. L1, c'est le nom qu'on va donner à la vraisemblance. Vous vous rappelez, on utilise la lettre majuscule L pour désigner la vraisemblance. C'est juste l'initiale du mot anglais likelihood qui veut dire vraisemblance. Et cette vraisemblance du modèle de la différence, c'est-à-dire celui qui a 2 paramètres pi1 et pi2 disjoints, qu'est-ce que c'est par définition? Rappelez-vous, c'est la probabilité des données qu'on a d'après le modèle en question. C'est la probabilité des données, c'est-à-dire la probabilité d'avoir le comptage du premier groupe égal à 12, ici K1 désigne le premier effectif, et en même temps, vous vous rappelez de ce symbole U à l'envers, le comptage dans le deuxième groupe égal à 4, c'est le sens de ce symbole K2 que nous avons là, d'après un modèle, la barre verticale veut dire sachant, supposant, ou sous le modèle, qui distingue 2 paramètres pi1 et pi2. Voilà ce que veut dire cette écriture. Cette écriture symbolique sur la première ligne ne fait pas autre chose que de traduire la définition en mots de la vraisemblance. C'est la probabilité des données qu'on a, et ici les données sont constituées de 2 éléments, les 2 fréquences ou les 2 comptages de recommandation, d'après un certain modèle, autrement dit sachant ici 2 paramètres pi1 et pi2 de probabilité. Si les groupes sont indépendants, nous avons le droit de calculer cette probabilité conjointe par la loi du produit.
en disant c'est le produit de la probabilité du comptage numéro 1 par la probabilité du comptage numéro 2. Sachant pi1 pour le premier groupe, sachant pi2 pour le deuxième groupe. Et à l'intérieur de chacun des groupes, comment fait-on pour calculer la probabilité d'avoir 12 ? Et à l'intérieur du deuxième groupe, comment fait-on la probabilité d'avoir 4 recommandations ? Eh bien, on utilise la loi binomiale qui nous permet précisément de calculer la probabilité de se retrouver avec un certain nombre de fois un événement. Attention, ça suppose aussi certaines conditions à l'intérieur de chaque groupe. L'indépendance et la stabilité ou l'unicité de la probabilité de recommander. Pour tous les sujets d'un même groupe, à l'intérieur d'un même groupe, nous avons besoin de supposer que la probabilité est absolument la même de recommander l'expérience, ce qui veut dire en clair que c'est vraiment la condition expérimentale qui détermine le comportement des gens autour d'un paramètre unique de probabilité. Si ça, c'est acceptable comme hypothèse, et pour l'instant nous allons l'accepter, et plus tard nous étudierons des modèles de probabilité individuels, mais pour l'instant nous allons simplifier notre propos. Nous allons admettre qu'il existe une probabilité unique de groupe ici. Alors, il est possible de calculer cette probabilité dans le premier groupe en utilisant la loi binomiale de paramètre pi1 pour le premier groupe, et une autre loi binomiale de paramètre pi2 pour le deuxième groupe, et c'est ça que nous sommes en train de multiplier l'une avec l'autre dans le calcul que nous avons fait et dans le calcul qui faisait apparaître une valeur numérique sur le graphique interactif. La deuxième chose qu'on a apprise, c'est qu'on voit bien que plus les probabilités théoriques que nous supposons dans tel ou tel modèle sont proches des fréquences empiriques, 12/30 et 4/30, en fait c'est très exactement ce que représentent les valeurs que nous avions choisies de 0,40 et de 0,1333, ce n'est pas autre chose que 12/30 et 4/30. On voit bien que quand on s'en rapproche de ces fréquences empiriques, alors c'est là qu'on obtient le maximum de la vraisemblance. Et on a observé aussi que quand on se restreint au modèle de l'égalité, quand on oblige le modèle à avoir deux probabilités absolument identiques, alors le meilleur modèle parmi eux, parmi cette classe de modèles de l'égalité, c'est le modèle du compromis, celui qui fixe la fréquence, ou qui fixe la probabilité, pardon, à la fréquence commune. 12 plus 4 égale 16. 16 sur 60, c'est la fréquence unique de recommandation à travers les deux groupes. Et c'est pour ce modèle, pour cette probabilité particulière, que nous obtenons le maximum de la vraisemblance au sein de la classe des modèles de l'égalité. Alors par contre, on obtient cette vraisemblance un peu plus faible que ce qu'on observait pour les modèles de la différence, certes, mais pour un paramètre de moins. Et on prendra en compte, vous allez le voir dans l'évaluation des modèles, la règle qu'on va se donner prendra en compte implicitement pas seulement la vraisemblance, mais également le nombre de paramètres. Ce ne sera pas toujours le cas que le modèle que nous garderons sera celui qui aurait la vraisemblance brute la plus élevée. Le nombre de paramètres sera aussi pris en compte dans le calcul que nous ferons de ce qu'on appelle la vraisemblance intégrée, qui est un peu différente, c'est une vraisemblance moyenne. C'est ce que nous allons voir dans la suite des vidéos.